Et nous allons passer donc de Paris à Grenoble, de la plaine à la montagne, et autour d'un questionnement peut-être plus précis, celui du paysage et comment il se gère à l'échelle d'une métropole. Donc Aurore Meffroy, oui, sur cette présentation. Très bien. Donc, je vais vous présenter ici les premiers résultats d'une recherche menée avec Emmanuel Roux dans le cadre d'un programme européen Interreg Alpine Space qui, contrairement à la consonance hispanique du programme LESDAMA, s'intéresse aux métropoles des Alpes et plus particulièrement aux paysages et aux espaces ouverts dans leurs aires périurbaines. Je présenterai ici rapidement une analyse du cas grenoblois qui fait écho aux préoccupations des autres villes partenaires du projet, comme Salzbourg, Trent ou Munich, dans le retissage de liens entre espaces urbains, espaces périurbains et ruraux. J'ai procédé en 3 temps en me concentrant plus particulièrement sur 4 types de configurations interterritoriales qui ont été révélées par le paysage et qui permettront aussi de mettre en question ce qui avait notamment été soulevé hier par Olivier Aznar, à savoir 2 scénarios, donc l'un qui irait plutôt vers une vision quasiment extractive des hinterlands par les métropoles, et une autre vision qui serait potentiellement plus intégrative, même si on a évidemment une tension entre ces 2 choses. C'est une communication qui questionne le rôle du paysage dans les politiques de planification pour repenser la relation centre-périphérie, et s'inscrit dans le renouveau de la recherche sur le paysage et les espaces ouverts, ainsi que dans les études sur l'espace périurbain. Donc très rapidement, il s'agit ici de compléter un ensemble de travaux qu'on puisse se concentrer sur des espaces à enjeux paysagers comme les franges, aussi donc avec des interfaces entre espaces bâtis et non bâtis comme support de nouvelles pratiques. Un intérêt également récent sur l'intégration du paysage qui permet cette fameuse inversion du regard qu'on a pu observer dans les documents de planification. Et j'envisagerai surtout la 3e dimension, à savoir le paysage comme outil de fabrique territoriale, avec une approche négociée autour des représentations des acteurs dans le cadre d'une métropole encore jeune, Grenoble, en question notamment le dépassement de cette relation binaire au périurbain vers une autonomie de celui-ci selon une pluralité de motifs spatiaux du paysage. Donc Grenoble présente la particularité d'être entourée par 3 massifs de proximité, Vercors, Beldon et Chartreuse, et se définit comme métropole montagne dans son récent PDD du PLUI, même si cette image est imputable à sa périphérie et non à la ville en elle-même. Comme on a pu le rappeler hier, elle s'est basée sur le triptyque recherche, université, industrie, donc finalement un triptyque assez hors sol, qui arrive un peu à bout de souffle dans sa stratégie métropolitaine, d'où la nécessité de retrouver un autre modèle de développement qui pourrait être centré sur le cadre de vie, sur le bien-être en ville, pour finalement reconnecter la métropole à ses territoires voisins. Ok, très bien. En termes de dynamique territoriale, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une intercommunalité qui est élargie, et qui s'est notamment élargie avec donc, l'apport de l'ancienne communauté de communes Bacon-Chartreuse, donc avec finalement un nouveau paysage montagnard qui est dans la métropole, puisqu'on a donc un point culminant à plus de 2000 mètres à Chamechaude. Aussi la particularité d'avoir plus de 15 communes de recouvrement donc, qui appartiennent à la fois à Grenoble-Alpes Métropole et au PNR Vercors et Chartreuse, avec du coup, des dispositions particulières quant à la préservation du paysage dans ces communes d'interface, avec finalement une configuration qui explique un retour de Grenoble-Alpes Métropole vers ces montagnes et vers les paysages. Même si on a un développement qui peut parfois rester asymétrique, comme a pu le souligner Nathalie Bertrand, avec finalement une mise à distance parfois de la montagne et une difficulté d'intégration des espaces ruraux et périurbains. Avec donc pour cette étude un choix de périmètre qui finalement dépasse ce simple nounours qui danse, comme on le surnomme souvent pour caractériser l'interco Grenoble-Alpes Métropole, puisqu'on y a intégré aussi donc, les territoires voisins, notamment les PNR, également l'interface avec le Pays Voironnais au nord-ouest. Donc voilà. Je présente rapidement quelques images satellites pour illustrer la diversité des paysages des zones périurbaines grenobloises, avec un gradient à la montagne et une influence rurale qui varie. Donc ici, on se trouve dans la plaine agricole de l'Isère, à Noyaré, donc qui est dans l'axe de périurbanisation nord-ouest de Grenoble vers Voiron. Un cadre beaucoup plus rural, donc ici on est en Chartreuse, donc sur la commune de Quai,
Et enfin, sud grenoblois, Clé, avec un peu plus de 8000 habitants, qui présente un profil marqué donc, par les falaises du Vercors et un patchwork d'espaces ouverts qui font tampon entre ce cœur urbanisé et la moyenne montagne. Une diversité des paysages qui était présente jusqu'alors, surtout selon des approches sectorielles, mais où dans les documents de planification récents, on a de plus en plus une entrée par le paysage pour penser la gestion des territoires. Donc je pense par exemple ici à la carte des entités paysagères du SCOT de la région urbaine grenobloise, même si vous remarquez tout de suite que les PNR ne sont pas compris dans le périmètre du SCOT. Une thématique qui est particulière puisqu'elle renvoie à un agenda à l'échelle métropolitaine, puisqu'on a donc actuellement la révision des chartes de PNR et également la mise en place d'un plan local d'urbanisme intercommunal qui se caractérise par un dispositif nouveau qui est celui d'une OAP paysage pour justement penser le paysage plus en amont des opérations d'aménagement. Et enfin, tous ces documents qui questionnent naturellement le d'où on parle, donc selon le type d'intercommunalité qu'ils couvrent et le rapport à la métropole notamment. Donc, pour envisager tout ça, on a finalement essayé de résumer les enjeux dans cette problématique suivante, à savoir dans quelle mesure le paysage est utilisé comme levier pour valoriser ces espaces périphériques de la métropole grenobloise, espaces périphériques, donc périurbains et ruraux, qui ont la particularité d'être dans la pente, avec donc 3 modalités, donc une mise en valeur des spécificités endogènes des périphéries, une opposition à la construction métropolitaine, ou en tout cas à une certaine construction métropolitaine, et enfin, la question de la solidarité dans le projet métropolitain par un nouveau récit qui pourrait reposer sur la ressource paysagère. Je passerai rapidement sur la méthodologie qui, de façon assez classique, associe analyse des documents de planification et entretien semi-directif avec les acteurs qui, au quotidien, pratiquent ces documents-là, en sachant que l'apport du programme européen, c'est justement de mettre en débat ces catégories, ces dynamiques à l'échelle des métropoles alpines. J'en viens à présenter donc une première configuration de résultats donc entre centre et périphérie qui renvoie au débat d'hier qu'on a pu avoir sur l'interterritorialité et sur des postures assez variées, voire contradictoires des acteurs qui oscillent finalement entre bonnes intentions, vœux pieux, ignorance relative. Donc des 4 configurations qui ne sont évidemment pas étanches, qui peuvent aussi s'hybrider. Et donc tout d'abord, j'ai identifié une première configuration à l'échelle méso, où via la mobilisation du grand paysage, on a en fait un renforcement du rapport centre-périphérie, puisque les massifs de proximité, qui sont sans conteste périurbaines et avec des pratiques et une influence du bâti tout à fait claire qui les classe dans des pratiques périurbaines, restent considérés comme décors, comme on atteste aussi la reprise du motif stendhalien dans le PAD du PLUI. Une approche qui fragmente aussi le territoire, d'autant plus qu'elle ne permet pas finalement une mise en écho des différents types de paysages, donc paysages hyperurbains, urbains, périurbains, ruraux et montagnards, une dissociation qui est notamment dénoncée par les PNR, qui offrent ce paysage, mais sont également réceptacles des nuisances liées, notamment en termes d'extension de zones résidentielles ou de zones d'activité, et une dualité qui peut être source de réticence de certains élus des territoires. Je pense par exemple à la mise en place d'une politique montagne par Grenoble-Alpes Métropole, qui a pu susciter des réactions un peu défensives de certains élus de Chartreuse, pour qui finalement Grenoble-Alpes Métropole n'avait pas la légitimité, entre guillemets, socio-culturelle de penser une politique montagne. Ce qui nécessite du coup encore une approche transactionnelle entre acteurs. Une deuxième configuration à l'échelle méso met plutôt en évidence donc, les spécificités des paysages qui servent de levier de reconnaissance en utilisant notamment des domaines connexes comme l'agriculture périurbaine ou la biodiversité. On a un paysage qui est ici pensé plutôt sur un registre linéaire par la figure de la trame, par aussi des figures de marqueurs paysagers comme la butte de Clé ou par le fait d'avoir des vues directes d'un massif à l'autre qui finalement occultent la vue sur le centre, donc sur la cuvette grenobloise. Et donc ce qui fait qu'on a aussi cette convocation de la figure de la trame verte et bleue, support du paysage qui permet d'aller au-delà de ce grand paysage remarquable de montagne pour considérer finalement les paysages ordinaires et illustre aussi le rôle des continuités entre ensembles paysagers et leur rôle pour l'écosystème métropolitain dans son ensemble. Je pense par exemple à de nouvelles pratiques de mobilité pour fuir l'effet îlot de chaleur urbain pendant l'été dans les PNR par exemple. Et surtout, plus que la figure de la trame, vraiment ce patchwork, cette diversité paysagère qui est reconnue comme un atout, comme le montre cette citation de l'agence Urba, pour essayer de retisser un récit fédérateur dans cette jeune métropole.
Très rapidement, donc je passe sur une troisième configuration à l'échelle plus locale qui montre l'utilisation du paysage comme entrée pour des secteurs de projet, notamment sur des espaces d'interface interterritoriale. Donc ici, je parle surtout des espaces de frange, avec notamment les communes de recouvrement entre métropole et PNR, qui sont identifiées aussi comme des communes à enjeu. Et aussi une double identité qui peut permettre aussi de s'imposer dans le jeu territorial, puisque par exemple le plan de paysage qui est porté par le PNR Chartreuse met l'accent sur la traduction paysagère des relations agglomération-PNR pour finalement faire transpirer les dynamiques paysagères des PNR vers les communes de Piémont sujettes à des problématiques d'urbanisation dans la pente. Et enfin, donc, je passe rapidement à une dernière configuration où à l'échelle très locale, le paysage est utilisé comme entrée principale pour des petits projets de coopération, avec des mesures spécifiques pour lutter contre les effets de la périurbanisation, en encourageant notamment l'intégration de haies en limite de propriété privée dans le pays varonnais. Aussi des projets de cofinancement de la métropole sur ses territoires voisins, comme le montre l'exemple cité ici du col de Porte, où voilà, donc on a finalement un début d'investissement de la métropole pour ces espaces périphériques. Donc au final, cette communication a permis de montrer les enjeux d'une entrée paysage qui reste une notion assez labile, qui est aussi une notion assez hybride, puisque finalement on lui attribue des missions assez différenciées selon les usages attendus et le type de développement territorial souhaitable ou attendu. Un paysage qui se révèle aussi en jeu de médiation pour la compréhension des enjeux métropolitains et qui pourrait former finalement un ferment de réciprocité territoriale, donc j'emprunte cette notion à Magali Talandier, entre l'agglomération centre et les zones périphériques de la région métropolitaine, même si évidemment, en termes d'approche, donc ce regard techniciste que j'ai adopté ici de la planification doit être complété par l'apport des pratiques habitantes pour mieux refléter la réalité des constructions territoriales, y compris sur le plan cognitif. Et donc c'est une recherche qui va se poursuivre, notamment en mettant en débat ces configurations avec des ateliers étudiants. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet d'aller un petit peu plus précisément dans les liens entre la métropole, les PNR, à travers les enjeux paysagers. Et je pense que les débats qu'il y a eu au milieu des années 90 sur que faire, comment protéger le paysage périurbain, on a largement dépassé ces questionnements du rapport Larcher en particulier. Enfin, je trouve que c'est passionnant. Merci beaucoup. Et donc, nous allons aller vers une autre métropole, cette fois à l'opposé, tout à fait français de l'Hexagone, à Toulouse. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aborder la question des apports des espaces périphériques dans le dialogue urbain-rural. C'est le titre de la thèse de géographie-aménagement que j'ai commencé il y a 1 an au LIST à Toulouse, sous la direction de François Tollel et de Mélanie Gambino. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes préliminaires au terrain que je vais débuter en janvier, avant de présenter les résultats de l'enquête exploratoire que je viens de mener. Périphérie, urbain, rural, donc ce sont des termes que j'utilise dans ce titre et dans le titre de ma thèse. C'est toute une terminologie que je suis en train d'écarter de mon vocabulaire actuellement. Et c'est pour parler donc des rapports interterritoriaux actuels, comme cela a pu être fait depuis hier par la majorité des intervenants. Je questionne dans ma thèse les relations liées en ville et campagne, notamment c'est le duo centre-périphérie que j'interroge, et le principe selon lequel la richesse est créée dans une agglomération pour ensuite être redistribuée vers les territoires alentours. Donc commençons par rappeler que la relation ville-campagne n'est pas stable, les représentations et conceptualisations évoluent dans le temps et dans l'espace, comme a souligné Nicole Mathieu à plusieurs reprises, de même que celle liant donc la métropole à son environnement. Ainsi, la ville globale a d'abord été caractérisée par Saskia Sassen, par une distanciation de la ville par rapport à son hinterland, pour mieux répondre à l'impératif global qui est de participer au flux d'échanges matériels et immatériels et au réseau à l'échelle mondiale, ce qu'explicitera par la suite Cynthia Gora-Gobin. Ainsi, une métropole s'inscrit dans des réseaux, des systèmes urbains par exemple, tels qu'ils ont pu être décrits par la DATAR, par une étude menée pour la DATAR en 2012. Et Natine Catan, qui a participé à cette étude, a avancé qu'il faut se défaire d'une approche hiérarchique ou d'une opposition centre-périphérie et préférer, je cite, ne plus parler de métropole mais de gateway, de porte d'accès, c'est-à-dire d'un lieu d'interface qui permette une réciprocité
une complémentarité entre les territoires et favorise ainsi un meilleur accès partagé aux ressources. C'est un point de vue que je partage, et elle préfère ainsi parler d'archipel métropolitain, qui est une expression de Dollfuss et qui a été réappropriée par de nombreux auteurs français comme Wels ou Lévy. Donc cette métaphore de l'archipel sous-entend une désolidarisation des villes de leur territoire de proximité, dès lors réduit à un vaste ensemble uniforme exclu du processus métropolitain. La multiplicité des territoires de proximité, notamment ruraux, et leur caractérisation fait pourtant l'objet de nombreux travaux depuis de nombreuses années. Et ici, la métropole est considérée comme le lieu de concentration de l'activité économique et par conséquent, selon les théories de la nouvelle géographie économique, de la maximisation de la compétitivité et de la productivité, en définitive, le lieu de la création de richesses. Ainsi, la métropole est le cœur d'un système, ou plutôt de systèmes multiscalaires. Et en effet, les travaux menés pour la DATAR ont un intérêt indéniable pour une lecture à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. Et nous remarquons cependant que la campagne n'est plus définie qu'en creux, finalement, des aires urbaines. Et c'est sur ces territoires, pas sur les nœuds, que je pose ma focale dans ma thèse, pour analyser les évolutions de ces réseaux. Pour deux raisons. D'une part, parce que d'autres échelles sont à mettre en perspective, et en second lieu, parce que les liens à la métropole peuvent aussi peut-être s'expliquer autrement que par la seule proximité. Pour de nombreux géographes, économistes, urbanistes, ce n'est pas forcément un problème, au contraire. Paul Vermelin nous précise ainsi que la métropole polarise et draine en son cœur les dynamiques les plus fortes et les ressources nécessaires, et alimente et diffuse les effets de ces dynamiques vers de larges territoires, partageant ainsi ses atouts et ses richesses. On peut le schématiser de cette manière, où on voit finalement que... excusez-moi. Où on voit que la métropole, donc par un effet centripète, ce sont les flèches rouges, par un effet centripète, excusez-moi, je me perds un peu, finalement accumulerait, polariserait l'ensemble des dynamiques et des ressources pour les redistribuer par un effet centrifuge. Voilà. Donc je vais passer, puisque le temps est un peu court, sur les discours de Laurent Delvzy et de Thierry Pêche qu'on a pu déjà voir hier beaucoup, et qui nous disent dans ce même sens que dans une note pour Terra Nova, notamment rédigée en 2014, le principe selon lequel il leur semble nécessaire d'alléger le poids des mécanismes redistributifs reposant sur les métropoles, tout en assurant le développement des autres territoires. Donc la péréquation ici grèverait les territoires qui l'alimentent, les métropoles donc, et serait l'instrument d'un ralentissement de leur croissance économique et de leur compétitivité, qui est pourtant une qualité primordiale dans le cadre d'une compétition internationale des villes. De la même manière, une redistribution diffuse, moins visible des revenus a lieu via les flux induits par l'économie présentielle. Cette circulation des richesses profiterait aux territoires dits périphériques, de manière différenciée bien entendu, puisqu'ils accueillent actifs navetteurs, retraités, ainsi que touristes, dont les dépenses permettraient un développement local. Ce discours est largement diffusé dans la sphère académique et politique, nous disent Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti, et font même force de loi, nous rappelle Laurent Riotor, à travers les lois MAPTAM et NOTRe. Ces mêmes auteurs nous mettent cependant en garde contre les présupposés d'une métropole garante de production de richesses. Si une métropole polarise à certains égards, tout ne s'y passe pas. Je vais passer sur leurs argumentaires qui ont pu être évoqués hier. Donc mon hypothèse principale, qui est développée, est que loin d'être simplement des territoires périphériques profitant d'une redistribution de la valeur ajoutée créée en centralité urbaine via des systèmes péréquateurs et via les flux de l'économie présentielle, ces espaces participent du dynamisme métropolitain. En 3 points, donc d'abord par un partage des charges de centralité et de périphérie, en second lieu en améliorant l'indépendance énergétique et alimentaire, et en dernier lieu par une amélioration de la résilience collective. Aujourd'hui, le processus de métropolisation, nous dit Philippe Estèbe, ne désigne pas seulement l'affirmation des grandes villes comme foyer de production de richesses, mais aussi et peut-être surtout l'inscription des différents territoires dans des réseaux d'interdépendance liés largement à la mobilité des personnes. Donc on pourrait rajouter à la mobilité de ces personnes des flux aussi de marchandises, les flux énergétiques, les flux de denrées alimentaires, les flux de déchets, etc. Donc on peut aussi faire un lien là, à la notion de métabolisme urbain qui a pu être évoquée par Laetitia Verhaeghe. Si on inscrit l'ensemble des territoires dans l'interdépendance, dès lors toute une série de questions se posent. Quelle est la part, l'apport, la valeur des espaces ruraux
Quelles valeurs font-ils circuler? Ces valeurs sont-elles quantitatives? Sont-elles qualitatives? Si elles sont quantitatives, donc est-ce que cet apport est positif? Est-ce que les espaces ruraux génèrent une valeur liée à une ou des productions spécifiques? Ou sont-ils liés à des systèmes productifs ou résidentiels stimulant les territoires les composants, comme ça a pu être évoqué par certains auteurs? Au contraire, l'apport est-il négatif, déficitaire dans ce sens pour le cœur urbain, parasitaire dans la conception d'une économie résidentielle sous logique rentière et égoïste, conduite par des périphéries? Est-ce que l'apport des espaces ruraux est-il vraiment quantifiable, du moins totalement mesurable? Provient-il de la centralité? Les espaces ruraux ne produiraient de la valeur qu'en réponse à un besoin exprimé par l'urbain. Finalement, qui émet le référentiel de valeur? Qui est à l'origine de la définition? Enfin, donc, pour permettre une intégration interterritoriale et justifier de nouvelles modalités de coopération, quelle méthode pour rendre visibles les apports des campagnes? En termes de méthodologie, pour répondre à ce faisceau de questions que je viens d'aborder, 6 intercommunalités ont été retenues pour leurs caractéristiques démographiques, socio-économiques et géographiques. Elles se situent toutes dans la région Occitanie. Donc sur la carte que vous avez à votre gauche, vous voyez que les terrains que j'ai sélectionnés sont sur un front de métropolisation, entre guillemets, front qui serait ici défini selon les critères de l'INSEE, soit reposant sur un critère morphologique, et, donc la continuité du bâti, et un critère d'intégration économique, les déplacements domicile-travail. C'est la carte des zones en aire urbaine, du zonage en aire urbaine de l'INSEE. Sur la seconde carte, nous pouvons rappeler ici la diversité des campagnes selon la typologie de la data de 2012. Donc je voulais montrer ici la diversité des territoires que j'ai sélectionnés, la diversité de leur composition. Et ça va me permettre ici d'étudier donc plusieurs formes de réalité territoriale, de rapport à la métropole peut-être, et donc différentes façons d'activer des ressources sur les territoires. Donc ces espaces a priori hors les murs de la métropolisation permettront de vérifier s'ils intègrent ou non des dynamiques de réciprocité. La méthodologie, brièvement, consiste en un croisement de données quantitatives, de données qualitatives, puisque je vais mener une série d'entretiens auprès des acteurs socioprofessionnels de ces territoires, élus, institutions, entreprises, agriculteurs, associations et habitants. Une centaine, normalement. Je vais mener une analyse lexicométrique de ces entretiens et une exégèse des documents de planification, PLUI le cas échéant, SCOT, InterSCOT, et je vais suivre la construction du SRADET Occitanie qui est en cours. Donc pour aborder les premiers résultats et conclure cette intervention, je mènerai donc dès janvier une campagne d'entretien, comme je viens de le dire, auprès d'une centaine d'acteurs. Sur un terrain exploratoire, la communauté des communes des Bastides de Lomagne, dans le nord-est du Gers, j'ai pu réaliser 6 entretiens jusqu'à présent, les jours précédant cette intervention. Et aussi, pour m'aider dans cette conclusion, je vais m'appuyer sur une enquête que j'avais pu mener en 2014 sur des territoires similaires que j'avais visité pour un stage mené pour le Conseil régional de Midi-Pyrénées. Donc la rencontre avec les élus en charge de l'aménagement des territoires remet en question une approche des ressources que je pouvais avoir et attendais d'entendre dans la bouche de mes interlocuteurs, puisque leurs discours tendent à renforcer une lecture urbano-centrée de l'aménagement et une opposition urbain-rural éloignée des réalités et perpétuée dans le discours politique. Ainsi, ce qui fait ressource dans les premiers retours avec techniciens élus, c'est l'équipement, l'infrastructure, le positionnement géographique vis-à-vis de la métropole, mais aussi vis-à-vis de l'armature urbaine en général. Et les stratégies sont élaborées en conséquence. Force est de constater, jusqu'à présent en tout cas, que la ressource territoriale telle que proposée par Gumuchan et Pecker n'est pas intégrée dans les discours des acteurs. Le discours recensé, pour donner un verbatim de vice-président d'intercommunalité en charge de l'aménagement du territoire, c'est bien sûr qu'on se tourne vers la métropole. Sans la métropole, on est mort. Pourtant, une problématique majeure qui est soulevée en parallèle par ce même interlocuteur et par d'autres enquêtés, c'est que l'accueil massif de population, il y a une dizaine d'années, n'a apporté que peu de ressources financières supplémentaires pour de fortes dépenses en équipement qui induisent donc des frais importants en investissement et en frais de fonctionnement par la suite à moyen et long terme. Par exemple, des mises en capacité de stations d'épuration, le développement de voiries, la mise en place d'équipements et de services destinés à la petite enfance, mais aussi aux personnes âgées, etc.
Or, cette stratégie d'accueil et de développement de l'économie résidentielle n'a pas généré les dynamiques locales à la hauteur des attentes des élus. Trop peu de turnover sur le logement, car trop peu de locatifs prévus lors des périodes de forte croissance démographique, par exemple, ce qui induit que les écoles et services à la petite enfance sont en pénurie de public aujourd'hui. Cela rejoint donc tout à fait les constats faits lors des précédentes séries d'entretiens que j'avais pu mener. Et par ailleurs, les revenus générés dans le périmètre toulousain ne sont pas déplacés sur le territoire d'accueil, mais sur des zones d'activité qui sont situées sur les axes parcourus pour faire les déplacements domicile-travail. Donc, une fois que la consommation se réalise sur ces secteurs-là, finalement, c'est toute la mécanique de captation-circulation des richesses propre à l'économie résidentielle qui est grippée et qui est remise en question. Donc, malgré ces constats, une politique d'accueil continue d'être menée et promue. On continue d'accueillir, car sans la métropole, on est mort. Pourtant, c'est une politique qui sous-entend ici et se nourrit d'une relation de dépendance et de domination, comme s'il n'y avait pas d'autre solution pour exister. Comme le posait donc Gwenal Doré, hors des métropoles, point de salut, point d'interrogation. Et est-ce qu'un autre rapport finalement à la métropole n'est pas envisageable, et donc un autre rapport au territoire en lui-même? Finalement, la question n'est pas et est-ce qu'elle a jamais été avec ou sans la métropole, mais plutôt comment intégrer à toutes ces échelles le processus de métropolisation. Merci. Merci beaucoup, et on espère beaucoup de la suite de vos enquêtes et des résultats, et donc des résultats de la thèse. Merci. Alors nous allons voir une autre forme et une autre ressource c'est des espaces ruraux, on va dire peut-être plus périurbains, à travers l'exposé d'Anthony Simon, et qui va questionner les mobilités récréatives et leur rôle dans la construction territoriale des espaces métropolitains, à travers l'exemple de la région lyonnaise. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc oui, j'ai le plaisir effectivement aujourd'hui donc de vous parler donc de cette question des mobilités récréatives et de la construction territoriale des espaces métropolitains. Donc effectivement, comme le temps est relativement limité, je vais juste vous présenter les enjeux, la problématique, un peu le positionnement, le contexte territorial, la méthode et les principaux résultats. Alors, c'est vrai que, mais ça rejoint d'ailleurs votre remarque sur cette question des valeurs que peuvent apporter les territoires périphériques. Moi, je rappellerai d'abord que la nature demeure une constante au sein des valeurs qui sont recherchées par les populations urbaines, animées par des mobilités récréatives. On entend par récréative l'ensemble des pratiques de tourisme et de loisirs, et effectivement tout ce qui s'y rapporte. Alors, c'est vrai qu'au sein des aires métropolitaines, les citadins investissent les espaces publics des centres et des périphéries, avec une volonté de dépaysement momentané, de changement d'air, le temps d'une excursion, mais ça peut être aussi le temps d'un court séjour, à la fois dans un espace qui est jugé proche, accessible, mais aussi paradoxalement éloigné du quotidien du pôle urbain. Et justement, je comprends effectivement ce colloque par cette entrée-là, à savoir que ces mobilités récréatives posent la question des interrelations entre les grandes agglomérations urbaines et leurs arrière-pays, qui possèdent atouts, ressources, et ça interroge aussi sur la recomposition de l'espace métropolitain qui en résulte. Alors, pour questionner ces interactions au service du développement territorial, je travaille effectivement sur le cas d'étude qui est la métropole lyonnaise, et dans ce cadre référentiel, Lyon et son aire d'influence représentent tout à la fois un pôle d'emploi, avec son espace périurbain qui est parcouru par les mobilités généralisées des actifs, mais également un pôle urbain et métropolitain, avec des citadins à la recherche d'espaces récréatifs de relative proximité. En partant de là, notre questionnement sur les dynamiques des aires métropolitaines repose sur le fait d'englober, certes, les zones périurbaines diffuses qui sont parcourues par les mobilités généralisées des actifs et des récréants,
mais aussi des territoires intermédiaires plus éloignés. Par contre, j'insiste sur un fait, je pense qu'il y a un paradoxe certain dans l'association de deux notions deux notions spatio-temporelles en apparence contradictoires. Celle d'un espace périphérique qui est défini par des mouvements liés au travail, avec celle de flux et de présence qui reposent sur le temps libre, les loisirs et le tourisme. Et donc, on dirige la problématique par la question de la place du récréatif dans les politiques publiques et les logiques aménagistes actuelles et à venir, la recomposition des espaces publics et des paysages urbains au profit d'une nouvelle altérité naturante. En somme, en quoi le récréatif permet-il de repenser l'interterritorialité ville-campagne avec ses enjeux de connexion, d'animation et de gouvernance. Donc, pour travailler, justifier effectivement ces propos, ils sont effectivement alimentés par des investigations diverses qui sont menées sur des terrains relativement variés qui vont tenir compte des formes plurielles d'expression des mobilités et des pratiques récréatives avec leur place dans les tendances sectorielles du métropolitain lyonnais. Et je pense aussi que cette analyse invite à se repencher sur les notions de centre et de périphérie, avec l'idée sous-jacente que la mobilité et la temporalité des acteurs urbains, qui spécialisent les fonctions de l'espace, produit autant de solidarité que de dépendance au service du développement territorial. Je ne développe pas le contexte territorial, mais simplement, nous sommes effectivement en présence d'une construction métropolitaine active, à savoir que, en partant de la communauté urbaine de Lyon, dont vous avez la trame territoriale ici à droite, de 1969 à 2015, d'abord Courly, puis Grand Lyon, on est effectivement dans d'autres territoires maintenant de gouvernance, à savoir bien sûr la métropole de Lyon depuis janvier 2015. Je passe vite. Ensuite, le pôle métropolitain lyonnais à partir d'avril 2012. C'est une nouvelle formule de coopération qui rassemble effectivement plusieurs agglomérations qui sont présentées là, pour un vaste ensemble, vous voyez, de 173 communes, près de 2 millions d'habitants, etc. Et puis, les actions, effectivement, de ce pôle métropolitain englobent cette question des mobilités, de la culture et du tourisme. On peut aussi appréhender le champ d'études par le biais de l'Interscot de la région lyonnaise, donc qui est actif depuis 2004 par la signature d'une convention. Il s'agit bien d'une instance de coopération entre les 13 syndicats mixtes porteurs de SCOT de l'aire métropolitaine lyonnaise. Et cette structure permet d'identifier des problématiques et des enjeux à l'échelle de l'aire métropolitaine. En partant de ce contexte territorial, notre positionnement théorique, je vous le résume rapidement. Tout d'abord, il faut rappeler que la métropolisation tend à brouiller la limite entre espace touristique et espace de loisirs à travers la relation au quotidien et hors quotidien. C'est vrai qu'elle interroge plus largement les espaces des pratiques qui sont pour beaucoup toujours plus démocratisés, mais pour autant, cette démocratisation génère de nouvelles formes de distance qui s'expriment par l'espace. Et dans ce sens, les équipements sportifs, culturels, ludiques, qui transforment les espaces urbains et périurbains et ruraux plus éloignés, sont devenus des enjeux forts d'aménagement local. J'insiste également sur le fait que la spécialisation fonctionnelle des territoires se développe dans un contexte de mobilité importante des populations. D'où l'analyse des flux, des interactions et donc des synergies qui se créent entre des territoires à base économique productive d'un côté et résidentielle de l'autre, ce qui renvoie bien sûr à un concept qui a été déjà largement débattu, celui de système productivo-résidentiel,
qui suggère que l'idée d'un développement métropolitain hors sol, tout entier orienté vers la mondialisation et tournant le dos au territoire périphérique, doit être remise en cause. Je viens également sur un point, celui du désir d'une nature accessible. C'est vrai que cette dynamique récréative des espaces périphériques repose sur leurs aménités propres et en quelque sorte découle de l'envie d'une nature proche du pôle urbain, mais que l'on veut accessible, que l'on veut aménager pour des pratiques de loisirs verts de fin de semaine, mais par contre que l'on souhaiterait foncièrement différente de la nature recréée en ville. Et ce désir de nature, c'est bien celui d'une compensation en quelque sorte, celle de renouer des relations avec un espace plus ouvert qu'en ville et qui est propice à l'évasion temporaire. Enfin, rappelons aussi que cette fréquentation des espaces périphériques métropolitains, j'allais dire, elle repose sur des pratiques de villégiature et des représentations, somme toute, déjà très anciennes. Puisque ce besoin d'évasion temporaire de la ville... Non, là, je suis allé trop loin, par contre. Regardez pas, je suis allé trop loin. Ce besoin d'évasion temporaire de la ville aux aménités paysagères et environnementales de ces espaces, j'allais dire, il repose, notamment dans le cas lyonnais, sur le développement des résidences secondaires au profit des citadins de la ville, mais qui cherchaient une rupture temporaire avec leur milieu de vie, relativement chargé d'ailleurs de connotations négatives depuis la révolution industrielle. Alors, effectivement, dans un autre temps, rapidement sur la méthode. Alors, c'est vrai, vous l'avez compris, que nous entrons dans cette thématique par le champ du tourisme et des loisirs. C'est l'axe privilégié par lequel nous abordons cette question de stratégie des acteurs dans une approche géographique qui privilégie dans ces jeux la réflexion sur la production et la reproduction de l'espace, mais également sur les interrelations avec les structures spatiales. Nous pensons que l'approche géographique du tourisme et des loisirs est un moyen fondamental d'aborder la question de la dynamique spatiale, car l'activité touristique appartient aux forces qui ont façonné de manière durable l'organisation de l'espace. Comprendre le tourisme et les loisirs relève également d'une démarche pluridisciplinaire, avec l'apport d'autres disciplines fondamentales dans le tourisme et les loisirs, comme les sciences économiques, humaines et sociales. Et puis, ça nous permet aussi de réinterroger la viabilité du concept de territoire. C'est vrai que c'est très délicat dans ce cadre-là, puisque on s'interroge en fait sur un concept de territoire, mais en rapport avec des espaces récréatifs qui relèvent, somme toute, de la part importante de l'excursion, et pas systématiquement du séjour, j'allais dire de l'éphémère, ça peut être le temps d'une promenade, d'une visite, et ceci détermine des relations à l'espace beaucoup plus légères que des formes territoriales qui supposent des sédimentations longues. J'insiste également sur la pratique de terrain en termes d'espace et méthode de collecte, qui bien sûr est envisagée comme un élément central de la démarche scientifique. Et il y a bien sûr nécessité dans ce cadre-là de comparer plusieurs terrains qui permettent d'analyser l'ancrage de phénomènes globaux dans les sociétés locales. Vous en avez d'ailleurs un aperçu sur cette carte qui provient de l'Agence d'urbanisme de Lyon, que je me suis permis de reprendre, mais effectivement, on a des espaces dédiés aux activités de plein air qui répondent, par exemple, dans le cas lyonnais, à un désir de nature accommodante pour des pratiques récréatives, mais qui sont organisées autour d'aménagements lourds. Je pense, par exemple, à la base de loisirs de Miribel-Jonage, ou d'aménagements plus diffus. C'est le cas notamment dans l'ouest lyonnais, autour des Créboisés. On a également des territoires qui sont façonnés par les activités ludiques et qui sont intégrés à un espace englobant sur lequel ils recrutent leur clientèle et formulent des combinaisons de pratiques. Et puis des espaces qui sont tournés vers la valorisation de leur patrimoine, où la culture constitue le fil conducteur de la visite, voire du séjour.
On observe effectivement les touristes et ceci aussi pose de nombreuses questions. Je n'ai pas le temps malheureusement de les développer, mais c'est la question de qui est touriste et donc de leur identification et de leur catégorisation. C'est souvent très malaisé dans le cadre des espaces périphériques, puisqu'on a beaucoup de catégories hybrides ou flottantes. Je pense bien sûr aux résidents secondaires, aux excursionnistes, aux résidents eux-mêmes de ces espaces qui ont des activités de loisirs. Et puis, dans le champ du tourisme et des loisirs, on a également des terrains dématérialisés, puisque le numérique, aujourd'hui, a révolutionné les pratiques d'enquête et crée, bien sûr, de nouveaux terrains à étudier. Les principaux résultats montrent déjà que l'espace métropolitain est reconfiguré par les mobilités récréatives. Donc, je vous cite simplement les résultats. On a effectivement d'abord une attractivité qui peut être productrice de nouvelles centralités. Et donc, qui nous suggère de reconsidérer l'espace métropolitain avec des logiques de développement des équipements de loisirs qui s'affranchissent du modèle strictement gravitaire qui les caractérisait auparavant. On a également, bien sûr, travaillé sur l'agritourisme en périurbain, puisque, en mon sens, c'est une des pratiques aussi qui permet à l'agriculture de se voir restaurée dans sa relation avec la ville. On a également, par un effet, j'allais dire, rétroactif, envisagé que ces mobilités récréatives permettent également de repenser l'aménagement urbain en termes d'espace public, notamment au profit d'une nouvelle naturalité et qui va effectivement reconfigurer. Vous avez un exemple là, par exemple, du réaménagement des berges du Rhône, ainsi qu'une idée de la trame verte du Grand Lyon. Enfin, et ça se joue aussi très largement dans le cadre du pôle métropolitain, voire du champ de l'Interscot, on a également des projets de territoire à l'échelle métropolitaine qui sont des projets structurants autour de très grandes problématiques liées au récréatif, mais pas seulement, liées également aux mobilités douces. Et là, vous avez une idée de ce qu'est effectivement le projet de voie verte des confluences, qui est l'une des grandes actions emblématiques du pôle. Conclusion ou j'arrête? Alors, rapidement, donc cette question de l'intérêt des mobilités récréatives, elle se pose effectivement pour ses apports économiques, ses effets structurants sur les territoires, ainsi que les réponses apportées par l'action publique face à la fréquentation croissante des périphéries métropolitaines, qu'il s'agisse de zones périurbaines, de villes intermédiaires ou de campagnes plus éloignées. C'est vrai qu'à Lyon, la création d'une collectivité territoriale unique à la place de l'ex-communauté urbaine et du département du Rhône constitue une avancée institutionnelle majeure. Et donc, on pourrait s'interroger sur le fait que cet exemple lyonnais de transformation de la métropole en collectivité territoriale est-il un modèle à suivre pour simplifier l'écheveau institutionnel et est-il également transposable à d'autres contextes? Je vous remercie pour votre attention. Merci Anthony. Les questions restent en débat. Donc, qui est touriste dans ces espaces? Qui pratique les loisirs et quel flux? Je pense qu'on réinterroge bien justement l'idée de mouvement seulement centre-périphérie et le modèle avec d'autres mouvements aussi internes qui sont peut-être autres que ceux vers la métropole. Alors nous allons aller maintenant un petit peu plus à l'ouest de Lyon, dans les monts du Lyonnais, en limite de la métropole, hors métropole, mais dans un espace qui se revendique comme très lié à Lyon, puisque on est dans le Lyonnais. Merci. Pour donc une communication de Sandra Fiori et Clémence Gazonneau sur la transmission des exploitations agricoles dans les monts du Lyonnais. Et vous allez vous demander si c'est vraiment une question rurale. Merci. Donc effectivement, la communication que vous proposez aujourd'hui relève d'une enquête très modeste et on peut dire scientifiquement exploratoire
laboratoire sur un recensement des alternatives, non, on va pas dire alternatives tout de suite, un recensement des initiatives citoyennes dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie. Donc un recensement des initiatives citoyennes dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie, donc dans les monts du Lyonnais, dont vous avez vu déjà plusieurs cartes avec la communication précédente. C'est une enquête qui s'inscrit dans le cadre de l'école d'architecture de Lyon, où en fait, avec plusieurs collègues, on mène à la fois des enseignements et des travaux de recherche sur justement cette question des alternatives, notamment participatives. Alors je sais qu'alternative est un mot valise, mais on peut dire qu'ici on a j'ai deux types de références qui ont été évoquées déjà hier. La première référence, c'est celle des communs, et qui fait suite à un colloque qu'on a organisé à l'école d'architecture en 2015 sur justement la question du commun et des territoires, et qui globalement on peut définir comme alternative à la fois à une gestion privée et publique des ressources, et qui se concrétise souvent dans justement pour faire très vite, qui se concrétise dans beaucoup d'initiatives citoyennes aussi diverses que les jardins partagés, les systèmes d'échanges locaux, les pédibus, l'habitat participatif, etc. Et donc, il y a pour caractéristique commune de justement être basé sur l'usage en commun d'une ressource et sur la gestion de cette ressource par la communauté elle-même. La deuxième référence, qui a été évoquée aussi hier dans la même diapo d'ailleurs, donc il y a une complémentarité, une parenté de ces deux références, c'est celle à un architecte et urbaniste italien, Alberto Maniaghi, qui connaît d'ailleurs de plus en plus d'écho en France aujourd'hui et qui travaille depuis 30 ans, à la fois comme architecte et à l'Université de Florence, sur une démarche basée sur vraiment toute la démarche de territorialiste de Maniaghi, est de défendre une relocalisation, une reterritorialisation et du rapport notamment entre ville et campagne, avec l'idée que justement une critique très forte de la métropolisation comme modèle hiérarchique, comme modèle de mise en concurrence, et avec l'idée de développer, remobiliser les savoir-faire locaux, les ressources paysagères, etc. Donc c'est un travail qui est vraiment une référence qui est vraiment intéressante parce qu'elle n'est pas, c'est pas une référence strictement scientifique, mais son intérêt, c'est de pouvoir diffuser cette démarche aussi auprès d'acteurs opérationnels. Donc dans ce sens-là, on a choisi les Monts du Lyonnais pour deux raisons. La première, c'était que ça me semblait un territoire où il existe une espèce de dynamique diffuse d'initiatives locales. C'était de manière très intuitive. Et la deuxième chose, c'est que justement la situation des Monts du Lyonnais comme arrière-pays des métropoles de Lyon et Saint-Étienne était une situation intéressante parce que aussi elle n'est pas c'est un arrière-pays qui par exemple ne bénéficie pas d'un parc naturel régional, donc qui est effectivement un peu à part. Donc moi je vais vous présenter le cadre de la recherche. Donc les Monts du Lyonnais forment un territoire géographique de moyenne montagne dont le réseau de bourgs, de villages et de hameaux est peu hiérarchisé. Et il constitue également une communauté de communes qui est située dans un triangle Lyon-Saint-Étienne-Roanne, soit environ à 1 heure de Lyon et de Saint-Étienne. Donc cette communauté de communes, elle a été reconfigurée en 2017 et elle le sera à nouveau en 2018. Mais on peut considérer aujourd'hui qu'il y a environ 30 000 habitants sur la communauté de communes, mais avec une population en forte augmentation depuis 20 ans. Donc c'est une collectivité territoriale dynamique qui a un SCOT, un PADD, mais aussi des commissions thématiques qui permettent de répondre aux enjeux du territoire. Un conseil local de développement a également été créé en 2005. En matière d'énergie, les Monts du Lyonnais ont été dès les années 2000 assez précurseurs. Ils ont établi un plan de climat-énergie territorial qu'ils complètent en s'inscrivant dans la démarche TEPOS.
Sur le plan économique, les Monts du Lyonnais maintiennent un équilibre fragile entre habitat et emploi. On observe une baisse du nombre d'actifs, mais qui reste à dominante agricole. Donc les terres agricoles couvrent encore 75% du territoire et relèvent d'une agriculture restée essentiellement familiale, que nous pensons due au fait du relief, qui a un impact sur le morcellement du parcellaire, les pentes qui induisent une difficulté de culture céréalière et la pâture des grands troupeaux. Donc les exploitations font environ 30 hectares, ce qui reste bien inférieur à la moyenne française, qui est de 53 hectares en 2010. Donc la particularité agricole, c'est également que on observe une dominante laitière sur les Monts du Lyonnais. En 2006, il y avait encore 80% des exploitations qui faisaient du lait, dont 60% étaient spécialisées. Donc, au départ, notre démarche d'enquête sur ce territoire s'est basée sur des entretiens avec des acteurs locaux identifiés comme impliqués dans les dynamiques locales, élus, agriculteurs, chargés de mission. 2 autres sources nous ont également permis d'étoffer notre travail, la participation à des événements locaux et l'engagement bénévole dans le groupe local lyonnais de l'association Terre de Liens, dont Sandra Fiori vous présentera les actions tout à l'heure. Donc, sur cette diapositive, on peut voir le calendrier de notre enquête. Et donc, on voit bien que toutes ces sources d'enquête se sont toutes alimentées. Donc, cette enquête nous a rapidement mis face aux enjeux liés à la problématique de la reprise et de l'installation agricole. Donc, il s'agit d'une problématique nationale liée aux transmissions de l'agriculture liée aux transformations de l'agriculture depuis les années 50 et aux difficultés de renouvellement des actifs agricoles. On prévoit également de nombreux départs à la retraite dans les prochaines années. Dans les Monts du Lyonnais, on assiste de la même manière à une diminution constante du nombre d'exploitations, moins 25% depuis 10 ans, parallèlement à une augmentation de la taille des exploitations. Les terres agricoles y sont soumises à une forte pression foncière, due notamment à l'attractivité résidentielle du territoire qui est à proximité de Lyon et de Saint-Étienne, faisant augmenter le prix des fermes et rend difficile leur rachat pour de nouveaux agriculteurs. Donc l'annonce qu'on voit ici appartient à des paysans qu'on a rencontrés et qui a été estimée à environ 400 000 €. On assiste aussi à un changement de type de production et à une diminution de la part de l'élevage laitier, notamment suite aux récentes crises du lait. En même temps, la proximité de Lyon et de Saint-Étienne est plutôt favorable à l'installation d'autres types de production, comme par exemple le maraîchage, qui nécessite peu de moyens et bénéficie de la proximité du marché urbain. Donc, dans ce sens, les Monts du Lyonnais offrent quand même un potentiel de reprise pour de nouveaux agriculteurs, notamment hors cadre familial, en particulier pour des urbains en cours de reconversion professionnelle. Donc, nous nous sommes donc intéressés ensuite aux structures qui aident la transmission des exploitations et l'installation de ces nouveaux profils. Donc, du point de vue des initiatives locales, notre enquête a montré qu'il y avait dans les Monts du Lyonnais une dynamique particulière autour de la reprise et de l'installation agricole, portée notamment par l'ADEAR, l'association départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural, liée au syndicat de la Confédération paysanne, historiquement très actif dans le Rhône et la Loire. Donc, cette association elle a été créée en 1991 dans le Rhône et ses activités principales aujourd'hui sont l'accueil individuel et collectif, la visite de fermes, la mise en place de formations et l'appui à la transmission de fermes. Ouais. Un élément sur lequel on peut insister ici, c'est la manière dont la question de la reprise et de l'installation des fermes finalement fonctionne comme un lieu de mise en réseau entre des acteurs sur le territoire. Alors les paysans qu'on a rencontrés étaient a priori des paysans engagés, puisque c'était l'objet de l'enquête, mais ce qu'on remarque, c'est que ce sont des paysans qui sont souvent engagés individuellement et collectivement et qui insignent une densité d'engagement. Pour donner un exemple, on a rencontré quelqu'un qui est à la fois porte-parole de la Confédération paysanne, qui anime un réseau de semences maïs population, donc pour fabriquer eux-mêmes leur stock de semences, et qui en même temps, à titre individuel, a racheté des parcelles autour de sa ferme pour y installer un agriculteur.
Donc, mise en réseau entre paysans, mise en réseau aussi par le biais des 2 structures qu'on a étudiées, enfin qu'on a suivies. L'ADR, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que c'est une structure qui travaille, qui donc, par l'accompagnement à la reprise et à l'installation, travaille avec les collectivités locales. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que le profil des salariés de l'ADR, ce sont des personnes formées au développement local et elles travaillent au sein des collectivités avec des chargés de développement local. Donc il y a une mise en réseau aussi de cet ordre-là. Et enfin, en termes de locaux, c'est intéressant de souligner que l'ADR est basée à Lyon, au sein d'un lieu qui regroupe d'autres structures impliquées dans les AMAP, etc. Et que ces différentes structures sont regroupées dans un réseau qui s'appelle le BOL et qui justement vient diffuser la question de la relocalisation alimentaire au sein de la ville de Lyon, au sein de la métropole. Si j'ai le temps, je voudrais évoquer le fonctionnement de Terre de Liens, qui est assez complexe. Terre de Liens, c'est en fait 3 structures, 3 entités qui sont distinctes de par leur réseau de financement. Donc il y a une foncière et une fondation qui sont les organismes qui achètent et qui gèrent les fermes. Et donc chacune ne fonctionne pas sur le même financement. Et il y a aussi l'association Terre de Liens qui, elle, est structurée en différentes antennes régionales. Donc il y a une antenne Rhône-Alpes, ces antennes régionales étant elles-mêmes divisées en groupes locaux de bénévoles. Et en fait, les groupes locaux se forment de manière ascendante. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est le rôle que jouent les bénévoles dans cette question de la reprise et de la transmission de fermes. Et ce sont eux, c'est à l'échelle des groupes locaux que se fait le lien avec les territoires du point de vue des actions de Terre de Liens. Parce que ce sont les groupes locaux, les bénévoles des groupes locaux qui impulsent l'instruction d'un dossier de reprise-installation. Voilà. Conclure. Par rapport aux perspectives du colloque, j'avais noté plusieurs choses. Premièrement, qu'on est parti d'initiatives et de dynamiques citoyennes et que finalement on s'aperçoit que ces dynamiques ne sont pas déconnectées, même si elles restent, c'est des questions assez marginales, mais elles restent en lien avec les collectivités locales, elles intéressent les collectivités locales. Donc il y a une interaction peut-être beaucoup plus importante potentiellement beaucoup plus importante que ce qu'on pensait avec les institutions. Et ça fait penser à un renouveau du développement local tel qu'il avait peut-être été initié dans les années 70-80, donc plus basé sur la société civile. Deuxième élément, c'est qu'à travers cette question de la mise en réseau entre acteurs, la transmission reprise connecte des échelles différentes entre paysans et collectivités locales et entre locaux et entre ruraux et urbains. Et enfin, que la question de la reprise-installation renvoie plus largement à la question du foncier et que donc à la fois ces fermes des Monts du Lyonnais, elles sont soumises aux pressions foncières urbaines, mais on voit aussi que ces dynamiques autour de la transmission et de la reprise potentiellement impulsent aussi des réflexions pour une meilleure maîtrise du foncier agricole comme moyen d'équilibre en fait, de développement des territoires agricoles. Et juste le dernier élément, c'est que peut-être cette question de la transmission reprise et du foncier agricole, ça fait penser à ce qui s'est passé autour des AMAP il y a une dizaine d'années et que c'est peut-être le futur sujet relais par rapport aux AMAP. Merci. Merci beaucoup.